Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au séminaire Conflits et territoires. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Stam de l'Université du Chili qui interviendra sur la thématique de la géographie des conflits environnementaux dans un contexte néolibéral à Santiago du Chili. Et avant d'introduire Caroline puis de lui passer la parole, je passe directement la parole à Pierre Guibentif, qui est donc le directeur de la Maison des sciences de l'homme de Paris-Saclay, qui nous accueille avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de gentillesse. Merci beaucoup André. Oui, en effet, je tenais à dire quelques mots au nom de la direction de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay, qui est donc formée actuellement par Maryse Bresson et moi-même, dans cette période un peu particulière où nous sommes tous, ou la plupart d'entre nous, chez nous, à nous rencontrer virtuellement. Ça nous paraît particulièrement important que la direction dise quelques mots à l'ouverture, apparaisse en personne à l'ouverture d'un peu toutes les initiatives que la MSH appuie. Et je le fais avec un plaisir particulier dans le cadre de ce séminaire. D'abord parce que c'est un séminaire que la Maison des sciences de l'homme accueille au fond depuis ses origines en pratique. Vous étiez dans les premiers appels à séminaire et la Maison des sciences de l'homme se réjouit depuis ses débuts de vous héberger, maintenant virtuellement. Première raison. Deuxième raison, je ne me lasse pas de le redire d'un séminaire à l'autre, ce séminaire est organisé par notre prédécesseur. André Thor était donc directeur de la MSH jusqu'à ce que nous reprenions le flambeau, Maryse Bresson et moi-même. Et ce mot que je peux dire maintenant est une occasion de marquer les excellentes relations qui nous unissent d'une direction à l'autre, ce qui est vital pour une institution. Et puis j'ajouterai deux raisons plus spécifiques de me réjouir de pouvoir ouvrir cette séance. L'une, c'est que nous venons, il y a quelques jours, de rendre une manifestation d'intérêt à l'ANR dans un appel sur la science pour et avec la société que nous avons intitulé l'université et son territoire. Donc le territoire est une notion qui nous a rattrapés, enfin exactement dont nous nous sommes ressaisis, et d'assister maintenant à ce séminaire sera l'occasion de encore mieux me m'outiller dans la poursuite du travail engagé par cette manifestation d'intérêt. Et enfin, je tiens à dire à Caroline Stam que je serais particulièrement heureux de suivre maintenant son exposé. En tant que sociologue du droit, j'ai beaucoup travaillé au long de ces dernières décennies en pratique avec des collègues d'Amérique latine et notamment du Chili, qui est un pays qu'on accompagne avec un intérêt énorme depuis longtemps. Et donc, je me réjouis beaucoup d'avoir maintenant cette excellente occasion de compléter mes vues sur ce continent passionnant. Bon exposé, Caroline. Bonne continuation pour ton séminaire, André. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Pierre. Oui, c'est avec plaisir, moi aussi. Je suis très content quand Pierre intervient parce que ça lance bien les opérations, ça cadre bien les choses. Effectivement, on doit beaucoup à la MSH Paris-Saclay. Un autre plaisir pour moi aujourd'hui, c'est de présenter Caroline Stam parce que nous avons travaillé ensemble depuis de nombreuses années, et en particulier à Santiago du Chili et dans la banlieue de Santiago du Chili. Caroline a fait un doctorat en aménagement de l'espace et urbanisme en 2011. Puis ensuite, elle est partie au Chili. Et actuellement, elle est professeure assistante à l'Institut d'études urbaines et territoriales de l'Université catholique du Chili, également chercheur au Centre d'études sur le conflit et la cohésion sociale. Caroline est une spécialiste des villes latino-américaines et après avoir fait sa thèse sur les cas du Mexique et du Pérou, elle travaille au Chili donc depuis plusieurs années et ses recherches actuelles portent sur les conflits socio-environnementaux, donc qui vont faire l'objet de la présentation d'aujourd'hui, et également sur les questions de participation citoyenne et de gouvernance territoriale. Donc voilà, Caroline,
te passe la parole et je vais partager l'écran pour te commencer si tu veux, puis je partagerai l'écran pour te donner la parole, mais que les gens te voient peut-être. D'accord. Merci beaucoup André pour cette présentation et merci pour l'invitation à ce séminaire. J'avais l'occasion d'y participer quand c'était présentiel et quand j'étais de passage en France. Je suis ravie de participer aujourd'hui depuis le Chili. Donc il est 7h30 du matin au Chili. Et donc la présentation que je vais faire aujourd'hui, s'intitule Géographie des conflits environnementaux dans un contexte néolibéral, Santiago du Chili. Alors ce sont les premiers résultats d'un projet de recherche en cours qui est financé par ANID, qui est le ministère de la Recherche chilien, et avec un groupe d'étudiants. Donc je suis ravie de présenter ces résultats parce que, comme je vous le disais, c'est un projet en cours, donc c'est intéressant pour moi de discuter des résultats. Donc pour commencer, donc ce travail est une géographie des conflits environnementaux et territoriaux. Alors c'est pas la première fois qu'on fait ce type de travaux, c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu les références sur le sujet. Donc il y a un groupe de travaux internationaux qui font des géographies du conflit, notamment au Canada, et un travail au Mexique que j'ai mentionné sur la diapositive, qui se concentre sur les conflits urbains. Et il y a également un grand groupe de travaux sur les conflits périurbains et ruraux, notamment en France, et notamment les travaux dirigés par André sur ces territoires, qui ont donné lieu à diverses publications, notamment méthodologiques, sur comment faire cette géographie des conflits. Et on a également un groupe de travaux associés à l'écologie politique qui justement essaie de développer non pas des études de cas, mais des travaux plus quantitatifs sur les conflits socio-environnementaux et sur les conflits qu'ils appellent écologiques et distributifs, pour pouvoir justement cartographier ces injustices environnementales qui ont lieu dans de grandes parties du monde. Et là, j'ai mis la référence du projet de Joan Martínez Alier, le projet IJOL, qui est un atlas de la justice environnementale, qui a été réalisé à l'échelle mondiale. En revanche, sur le Chili, on a surtout des études de cas sur le thème des conflits environnementaux. On a un grand nombre de conflits environnementaux au Chili, je reviendrai dessus plus tard, avec surtout des grands conflits liés aux activités minières. Et c'est surtout sur ces conflits qui ont lieu dans les espaces ruraux, et notamment dans les zones extrêmes du Chili, le nord et le sud, que se sont concentrés les travaux à travers des études de cas. Il y a cependant ces dernières années des travaux quantitatifs qui se sont développés et qui commencent à prendre un peu plus d'ampleur dans le contexte chilien. J'ai mis quelques références ici, mais ce sont des travaux qui se concentrent sur l'échelle nationale et encore une fois surtout sur les conflits liés à l'extractivisme, c'est-à-dire aux activités d'extraction minière et aux activités forestières et liées également à l'aquaculture. Cependant, on a une absence de données sur les conflits urbains et périurbains environnementaux au Chili. Et justement, cette recherche vise à compléter cette absence de données sur ces conflits qui ont lieu dans des espaces urbains, mais aussi périurbains. Avant d'entrer dans le sujet, je voulais revenir sur quelques points de repère sur le Chili, notamment sur le contexte néolibéral au Chili. Pour ceux qui connaissent plus ou moins la situation nationale. Donc, je voudrais juste rappeler que le Chili a vécu une dictature militaire, le régime de Pinochet, qui a duré jusqu'en 1989. Durant sa dictature militaire, ont été mises en place des réformes néolibérales très fortes et profondes, notamment sous l'impulsion des Chicago Boys, un groupe d'économistes chiliens qui se sont formés à l'école de Chicago, avec Milton Friedman notamment, et qui ont donc mis en place et pris la direction de ces réformes néolibérales dans les ministères chiliens. Ces réformes ont impliqué un phénomène très fort de privatisation dans tous les secteurs chiliens, éducation, santé, mais également privatisation des ressources naturelles. Donc on a un contexte avec des réformes qui ont pu se mettre en place sous un régime dictatorial. Et dans le secteur urbain, ce qui nous intéresse dans cette présentation, en 1979 a été mise en place la nouvelle politique de développement urbain. Alors cette politique a impliqué un changement important dans le développement urbain, puisqu'elle a donné lieu à une libéralisation complète du sol et à une dérégulation du marché foncier. C'est-à-dire qu'avec cette politique, on pourrait dire en résumé qu'on est dans une situation où il n'y a plus de planification urbaine, il n'y a plus de limites urbaines,
le développement urbain est complètement dirigé par le marché, c'est-à-dire qu'on peut construire n'importe où si les conditions sont favorables pour les acteurs du marché. Et en même temps qu'on a cette politique de dérégulation du marché foncier, on a également une politique d'éradication des quartiers informels, qu'on appelle campamentos au Chili, qui sont déplacés des quartiers centraux vers des zones périphériques de la ville de Santiago notamment, où se concentrent donc ces nouveaux quartiers formalisés, disons, mais ce qui implique une redistribution sociale des habitants de la capitale. Et en 1980, on a la constitution chilienne actuelle qui a été approuvée, et je reviendrai là-dessus, c'est un thème qui est actuellement en discussion. En 1990, on a un retour à la démocratie suite à un plébiscite. Et ce retour à la démocratie n'implique pas de changements radicaux dans le modèle de développement économique chilien. On continue sur un modèle néolibéral, mais on a de nouvelles régulations qui sont mises en place, et notamment en 1994, une première loi sur l'environnement qui régule les activités qui ont des impacts sur l'environnement, qui va être modifiée en 2010. En 2010, on a la création de nouvelles institutions, et notamment d'un ministère de l'environnement, de tribunaux environnementaux, d'une superintendance de l'environnement et d'un nouveau système d'évaluation de l'impact environnemental des projets. En 1994, on a également de nouveau un retour à la planification, notamment dans le cadre de la capitale, Santiago du Chili. On a un plan régulateur métropolitain qui est approuvé en 1994, qui est le plan actuellement en vigueur, même s'il a été modifié depuis, avec une grosse modification en 2011. Ce plan n'a pas changé les grandes directions du développement urbain de la ville de Santiago, puisque, par exemple, en 2011, le plan inclut une expansion urbaine de plus de 10 000 hectares, qui est une surface importante. Et en 2014, on a une nouvelle politique politique nationale de développement urbain, la première depuis 1979. Et cette politique, si bien elle est intéressante et elle implique un changement dans les directions du développement urbain, avec notamment des principes de densification pour lutter contre l'étalement spatial qui a été impliqué par les politiques néolibérales. Cette politique, pour l'instant, est un document directeur, mais n'est pas encore, disons, traduit dans les documents locaux ni dans le droit. Cette situation, donc dictature, post-dictature, retour à la démocratie, on a un nouveau moment clé en 2019, juste avant la pandémie, où on a eu au Chili une grosse explosion sociale qui a commencé par l'incendie des stations de métro à Santiago, et qui a donné lieu pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à de grandes manifestations dans les rues de Santiago, avec notamment l'interruption de nombreux services. Donc cette grosse explosion sociale qu'on appelle estallido social donc, est due à un grand nombre de facteurs, et ce n'est pas l'objet de ma présentation aujourd'hui, mais c'est important de mentionner cette explosion sociale parce que justement elle implique une remise en cause du modèle néolibéral qui a été mis en place sous la dictature de Pinochet et qui n'a pas été remis en cause, disons, profondément depuis 1990 et le retour à la démocratie. Donc, suite à cette explosion sociale et à la présence des Chiliens dans les rues, le secteur politique, donc les partis politiques, ont mis en place un pacte pour décider d'un référendum pour une nouvelle constitution. Donc, pour la première fois depuis 1980, enfin, c'est pas la première fois. Donc, il y a eu des tentatives avant de modifier cette constitution, mais là, on est devant des faits importants, c'est-à-dire que en octobre 2020, a eu lieu un référendum pour une nouvelle constitution où on a demandé aux Chiliens s'ils voulaient oui ou non changer la constitution, qui est, je le rappelle, la constitution de 1980, même si elle avait également subi des modifications depuis 1980. Ce référendum, les Chiliens ont répondu oui très largement à ce référendum. 79% des Chiliens ont dit oui, nous voulons changer la constitution. Et le mois prochain, en mai 2021, vont être élus les membres de la Convention constitutionnelle par les citoyens chiliens. Ça, c'est un nouveau contexte qui est important à prendre en compte parce que on a une remise en cause du modèle économique et notamment de la privatisation et des modèles aussi de développement urbain dans ce contexte de 2019. Donc ces processus que je viens de résumer précédemment ont donné lieu se sont traduits aussi par une ville néolibérale, Santiago du Chili. Donc je vous ai mis une petite photo, on voit la cordillère des Andes
dans l'arrière-plan. Donc ça a donné lieu, ces processus, à une marchandisation des processus urbains, un pouvoir très important des acteurs économiques dans le développement urbain au Chili, et notamment du secteur immobilier, avec des processus de spéculation très forts, à une grande expansion urbaine. Donc comme on n'a plus de limite urbaine depuis 79, même si elle a été réintroduite ensuite, on a eu une urbanisation étendue, et également une très forte ségrégation socio-spatiale avec de fortes inégalités économiques. Et en corrélation avec ça, un faible rôle de la planification urbaine et des pouvoirs publics dans le développement urbain. Je voudrais vous montrer quelques cartes de Santiago du Chili pour montrer un peu ces processus et cette ville néolibérale. Ici, on voit une ville en expansion, donc on a des cartes, je ne sais pas si on les voit très bien, mais où on voit en orange les zones d'expansion urbaine, donc entre 92 et 2012. On voit que la ville s'est énormément étendue, notamment le long des axes de communication. Donc, par exemple, entre 92 et 2002, on a une expansion urbaine de 16 000 hectares, et entre 2002 et 2012, de 17 000 hectares. On parle ici d'une ville d'environ 7 millions d'habitants. C'est aussi une ville avec de très fortes inégalités sociales et environnementales. À gauche, je vous ai mis une carte qui représente en fait les inégalités socio-économiques au Chili. Au nord-est, les quartiers privilégiés, c'est-à-dire les quartiers qui sont bleus, et les quartiers qui sont orange sont les quartiers populaires. Donc on voit très bien une géographie très claire et très nette, avec au nord et à l'est les classes favorisées, et au sud et à l'ouest les classes populaires. Cette géographie socio-économique, on peut voir sur la carte de droite, elle est complètement en accord avec la géographie environnementale. La carte de droite, j'aurais pu en montrer d'autres, mais ça c'est la carte de la pollution atmosphérique, et on voit en vert les quartiers qui ont une bonne qualité de l'air, et en rouge et rouge foncé les quartiers qui ont une qualité de l'air mauvaise. Donc on voit ici que ces inégalités sociales se traduisent également par des inégalités socio-environnementales. Donc ici deux images juste pour illustrer ces différences et ces inégalités. Donc en haut à gauche, on a une photo du quartier de Las Condes, qui est une des communes les plus riches de Santiago du Chili. Donc Santiago est divisé en 52 communes, avec 52 municipalités et 100 gouvernements unitaires, mais on a un gouvernement régional. Et donc on voit ce quartier de Las Condes qui concentre notamment les fonctions économiques et certains quartiers aisés, on voit ces tours, et en bas on voit le quartier Bajos de Mena, qui est un quartier de la commune de Puente Alto, qui est un quartier de logements sociaux. On voit un paysage complètement différent. Et cette géographie, donc à la fois sociale et économique, se traduit également en termes politiques. Ici, je vous ai mis les résultats du référendum oui pour ou contre le changement de constitution qui a eu lieu en octobre 2020. Et on voit très bien en rouge les trois communes, donc qui sont donc les communes des secteurs aisés de Santiago, ont voté non au changement de constitution. Alors au Chili, pendant cette élection, seulement 5 communes dans tout le Chili ont voté contre le changement de constitution. Donc là, on en a 3, et il y en a 2 qui sont des zones extrêmes, qui sont des bases militaires. Et on voit cette géographie, c'est frappant cette géographie, puisqu'on voit donc ces quartiers en rouge qui ont voté non au changement de constitution, et à l'inverse, les quartiers en vert foncé ont voté entre 80 et 90% pour un changement de constitution. Donc on retrouve cette géographie aussi en termes politiques. Ce court contexte sur le Chili et Santiago du Chili, pour contextualiser cette recherche, les questions de recherche qui ont motivé ce projet sont les suivantes. Tout d'abord, quels sont les types de conflits socio-environnementaux à Santiago du Chili? Quelles sont les dynamiques spatiales associées à ces conflits? Mais aussi, quelles sont les stratégies institutionnelles et légales utilisées par les citoyens mobilisés, et quels sont les résultats de ces stratégies? Et la grande question de recherche derrière ces questions plus descriptives est la suivante. Quel est le rôle des conflits socio-environnementaux dans la production de l'environnement urbain dans un contexte néolibéral comme Santiago du Chili? Donc cette question du rôle des conflits, c'est une question qui a été abordée dans la littérature, et que justement, ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est de la mettre en relation avec le contexte chilien, et notamment le contexte néolibéral. Alors la littérature a développé plusieurs théories sur le rôle des conflits. Donc on a la première que je voudrais mentionner, c'est toutes les théories d'écologie politique, justement, sur le rôle émancipateur des conflits, notamment pour remettre en question des formes de violence structurelles et culturelles qui existent dans les sociétés.
La deuxième théorie, ce sont notamment les travaux qu'a développé André Thor sur le rôle des conflits dans les mécanismes de gouvernance des territoires, où on voit les conflits comme partie intégrante des processus de délibération qui permettent justement de faire entrer des acteurs qui éventuellement étaient exclus des processus et où on inclut complètement les conflits dans ces processus de décision sur l'avenir des territoires. On a également une série de conflits, notamment ceux de Patrice Mellet, sur la productivité sociale et territoriale des conflits, où on s'intéresse justement à voir quel est le rôle des conflits en termes sociaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils produisent en termes de forme sociale, mais aussi qu'est-ce qu'ils produisent en termes de forme territoriale, notamment des processus de territorialisation, de déterritorialisation, de reterritorialisation, qui ont lieu en parallèle avec ces conflits, où justement les groupes citoyens, les groupes organisés s'approprient les territoires et produisent donc de nouveaux territoires au travers de ces mobilisations. Et on a également une dernière ligne de théorie que je voulais mentionner ici et sur lesquelles je vais m'attarder un petit peu plus, qui est le rôle des conflits dans le contexte post-politique. Donc les théories du post-politique ont été développées notamment par Rancière, Zizek, et elles se concentrent sur justement le changement du politique, le politique au sens large dans les sociétés contemporaines, occidentales et notamment néolibérales, où on a un changement, une transition, on va dire, de sociétés politiques avec des conflits qui peuvent s'exprimer à des sociétés apolitiques où le conflit est déplacé et marginalisé dans les rapports à la fois sociaux et politiques. Ces théories se sont appliquées dans le contexte urbain. On a des travaux sur la ville post-politique et notamment ceux de Eric Swingledow, que je mentionne ici sur la diapositive, et qui montrent que les phénomènes de néolibéralisation et notamment la mise en place de la gouvernance et non plus du gouvernement urbain auraient sapé le projet démocratique et remplacé le débat, le désaccord et la participation par une concentration du pouvoir dans des petits groupes, notamment politiciens, chefs d'entreprise, acteurs économiques et experts. Et ce changement, ce déplacement politique impliquerait justement que les formes de résistance locale, les conflits, notamment les conflits socio-environnementaux, seraient marginalisés et n'auraient pas la possibilité d'accéder à ces espaces de discussion et à ces espaces de décision qui sont donc concentrés entre un groupe d'acteurs limité, et ce qui justement mettrait en question le rôle de ces conflits comme un rôle transformateur, sinon que leur rôle serait un rôle plus secondaire et marginal, n'impliquant pas des changements importants ou des changements structurels ou fondamentaux dans les territoires. C'est cette théorie du rôle des conflits dans le contexte post-politique et dans cette ville post-politique que je vais surtout interroger dans cette présentation, notamment pour le contexte dans lequel on se situe au Chili, mais je vais également dialoguer avec les autres théories. Quelle est la définition des conflits socio-environnementaux que j'ai pris en compte dans cette recherche? Donc c'est une grande question dans tous les travaux, les définitions sont différentes. Ici, on a décidé, et c'est ce que je vais présenter ici dans les résultats qui suivent, de prendre en compte les conflits qui sont publics, c'est-à-dire qui sont diffusés ou dans la presse ou dans les réseaux sociaux ou dans les deux, des conflits qui sont collectifs, donc ils peuvent impliquer un groupe plus ou moins étendu de citoyens ou d'habitants, mais qui impliquent une action collective. Donc dans cette présentation, je ne vais pas inclure les conflits qui sont individuels ou qui peuvent se réaliser par exemple entre deux personnes, entre deux propriétaires, sinon que je vais seulement inclure les conflits qui impliquent une dimension collective. C'est important de le mentionner parce qu'on a dans la littérature aussi une opposition en général entre l'action individuelle et l'action collective, avec une prédominance des travaux sur l'action collective. Et je le mentionne également parce que dans le cadre du projet de recherche, on a également développé une ligne de travaux sur la dimension qui n'est pas collective, mais qui est individuelle des conflits, et qu'on a appelé la dimension banale de la conflictivité socio-environnementale, où on s'est intéressé justement à tous les conflits qui sont disons lancés par une personne et qu'on a pu recenser grâce à des sources. Au Chili, on peut dénoncer auprès de la municipalité ou auprès d'une superintendance de l'environnement
d'effets environnementaux, des impacts environnementaux négatifs. Et donc, on a aussi fait un travail sur ces dénonciations. Bien que, et là je cite le travail de Boltanski, d'Arrey et Schiltz, un article qui s'appelle La dénonciation, qui est un article intéressant qui justement met en question cette opposition entre action individuelle et action collective, même si effectivement on a une différence entre l'action individuelle et l'action collective qui est floue, et on a plutôt un continuum d'actions, c'est-à-dire qu'on a certaines actions qui sont individuelles mais qui en réalité s'insèrent dans des actions collectives. Mais là, dans la présentation actuelle, je vais présenter les conflits publics et collectifs, et qui ont également une dimension environnementale et territoriale centrale dans les revendications sont portées par les groupes citoyens mobilisés. En bas, je vous ai mis deux petites photos de deux exemples de conflits pour voir un peu de quel type de conflit on parle. En bas à gauche, on a un conflit contre l'installation d'un centre de distribution de Walmart à Santiago, dans le sud de Santiago, à San Bernardo, où les habitants, donc c'est un des plus gros centres de distribution de Walmart en dehors des États-Unis, où les habitants luttaient contre cette installation, notamment pour les impacts en termes de transport, c'est-à-dire que le centre de distribution implique le passage de 1000 camions par jour dans cette commune chilienne. Et à droite, on a un autre type de conflit, qui est le conflit contre l'installation, contre l'expansion d'une mine de cuivre dans le nord-est de Santiago, dans la zone proche de la zone de la cordillère des Andes, qui s'appelle le projet Los Bronces, d'une entreprise multinationale anglo-américaine, et où les habitants s'opposent à ce projet d'expansion minière, qui là aussi va être une des plus grandes mines souterraines de cuivre du monde, notamment parce que ce projet implique des impacts sur les glaciers de la précordillère, qui sont également les sources en eau douce de la capitale. Là, on a deux types de conflits différents qu'on peut voir dans l'espace de la région de Santiago du Chili. Donc la méthodologie de ce travail, de ce que je vais présenter aujourd'hui, est donc une méthodologie quantitative. On a construit une base de données des conflits, une base de données originelle qu'on a construite à partir de différentes sources, à partir surtout de la révision de la presse, une révision Internet, mais aussi à partir de ressources juridiques. Donc on a analysé les recours de protection à la Cour d'appellation et à la Cour suprême. Les recours de protection, c'est un type de recours juridique qui implique que les habitants, c'est un type de recours où un groupe d'habitants dit que ces droits constitutionnels sont mis en cause par un projet ou par une action, et il demande donc à la Cour de statuer pour protéger ces droits. Donc au Chili, dans la constitution actuelle chilienne, un article indique le droit de vivre dans un environnement libre de pollution, et c'est souvent cet article qui est évoqué par les groupes mobilisés. Donc en première instance, c'est la Cour d'appellation, et en seconde instance, la Cour suprême. On a également analysé les recours au tribunal environnemental. Donc il y a un tribunal qui a été créé en 2010. Il y en a 3 au Chili, un pour la zone nord, un pour la zone centrale et un pour la zone sud. Et ces recours sont beaucoup plus techniques. Donc le recours au tribunal environnemental implique notamment l'accès à des avocats spécialisés en droit environnemental. On a également utilisé les recours au comité du ministre. Ça, je vous expliquerai après en quoi ça consiste exactement. Et aussi les sanctions de la superintendance de l'environnement, qui est aussi une des nouvelles institutions environnementales de 2010. Et on a également étudié la base des projets qui sont présentés devant le système d'évaluation de l'impact environnemental, c'est-à-dire les nouveaux projets qui ont besoin d'une certification environnementale pour démarrer. La temporalité, on a étudié les conflits qui ont lieu entre 2010 et 2019. Donc 2010 parce que c'est la modification de la loi de l'environnement chilienne, avec la création notamment de ces nouvelles institutions environnementales, et 2019 parce que c'est justement cette explosion urbaine qui a lieu à Santiago du Chili, mais aussi dans tout le Chili, et qui implique justement une nouvelle discussion sur le modèle économique et notamment sur le modèle environnemental chilien. Donc ici, juste pour montrer l'échelle du travail, donc en gris, on a l'aire métropolitaine, enfin l'aire urbaine de Santiago, et en beige, on a la région métropolitaine. Donc le travail s'est effectué à l'échelle de la région métropolitaine de Santiago, qui est donc l'échelle régionale. On a essayé de travailler à cette échelle pour inclure non seulement l'aire urbaine continue, mais aussi toutes les zones d'expansion. Ici, on voit en rouge
ce sont les aires agricoles qui se sont transformées en résidentielles entre 2003 et 2012. Et en vert, on voit donc en vert foncé, on voit les zones qui étaient des zones des aires naturelles, notamment de forêts qui ont été transformées aussi en usage résidentiel. Et en vert clair, on voit des zones aussi naturelles de forêts qui ont été transformées pour des activités minières. Donc on voit qu'il y a de grandes transformations dans l'aire métropolitaine, qui nous paraît donc l'aire à privilégier pour travailler sur ces conflits environnementaux, parce qu'on a une interaction directe entre les zones urbaines, périurbaines, et aussi les zones rurales qui entourent la capitale. Je vais entrer maintenant dans les résultats de cette partie du travail, donc de cette cartographie des conflits. Donc ici, on voit une carte des conflits que nous avons recensés entre 2010 et 2019. On a 89 conflits recensés. Donc je répète, des conflits collectifs et publics. On voit une concentration des conflits dans l'aire urbaine, mais aussi un nombre important de conflits en zone périurbaine et en zone rurale. Donc en bas, dans le petit tableau, on a le nombre de conflits par secteur. On a une prédominance des conflits dans le secteur immobilier, mais aussi la gestion des déchets des eaux usées, tout ce qui est installation d'usines de traitement des déchets, également tout ce qui est décharge ou centre de traitement de différents types de déchets, qui est un des problèmes Santiago. On a également les industries polluantes. Donc là, on a des industries existantes qui ont des impacts négatifs sur les secteurs autour de ces industries. Les activités qui lient à l'énergie, aux activités minières, au transport, aux services, et également l'agro-industrie. Mais on voit une concentration des conflits dans les premiers secteurs que j'ai mentionnés. Je voudrais aussi mentionner si bien on a des conflits qui sont liés aux activités urbaines, donc notamment les secteurs immobiliers, tout ce qui est aussi gestion des déchets et industrie polluante. On a aussi des conflits qui sont liés à des secteurs qui sont liés au périurbain ou plutôt aux zones rurales autour de Santiago, notamment les activités minières. Ce qui est intéressant, car comme je vous le disais, à l'échelle du Chili, le Chili est un pays qui dépend en grande partie de ses activités extractives et notamment de l'industrie du cuivre. De l'extraction du cuivre, pardon, et du lithium ces dernières années qui est en expansion. Donc on a un secteur minier qui est un secteur central de l'activité économique nationale et qui est présent de plus en plus dans la région métropolitaine. Donc on a un peu ces conflits liés à l'activité minière qui étaient vus comme des conflits lointains dans le nord du Chili, qui s'approchent et qui maintenant se déroulent également dans la zone notamment de la cordillère des Andes qui a des ressources et la zone aussi de la cordillère de la côte. C'est-à-dire Santiago est entre deux zones de montagne, la cordillère des Andes qui est la zone la plus élevée et une petite zone de cordillère qui est la cordillère de la côte qui sépare Santiago de la région côtière. Autre information, dans les 52 communes qui conforment cette région métropolitaine de Santiago, 36 communes ont au moins un conflit au plus, avec, comme je vous le disais, des communes centrales comme La Reina au Maipú, qui ont une concentration plus importante de conflits sur leur territoire. Donc là, je vais faire un petit zoom sur la carte précédente. C'est vrai qu'on voyait pas forcément très bien les points et les couleurs. Un petit zoom sur certains secteurs. Ici, sur le secteur immobilier. Donc, on voit ici que les conflits du secteur immobilier se concentrent surtout dans la zone urbaine, ce qui est assez logique, mais aussi dans la zone nord-est de la ville, et donc dans les quartiers, si vous vous rappelez la géographie socio-économique de la capitale, on est donc dans les quartiers les plus aisés, donc des quartiers de classe aisée, de classe moyenne, sont les quartiers où on a ce type de conflit. Ici, j'ai fait un petit zoom sur un conflit, par exemple, qui est le conflit qui s'appelle El Panul. C'est une zone de la précordillère des Andes, donc c'est le petit point en bas, où on a un très fort processus d'expansion urbaine sur cette zone de la précordillère, et notamment par des lotissements pour des classes moyennes. Et on a plusieurs luttes, plusieurs mouvements citoyens qui s'opposent à ces lotissements, pour protéger justement cette zone de la précordillère qui est importante parce c'est une zone qui est liée aux risques, notamment les risques d'alluvion et les risques d'inondation, mais c'est également une zone qui concentre une part importante de la biodiversité chilienne et notamment de la région centrale.
Ensuite, ici, on a une autre géographie. Donc, la diapositive précédente, on avait des conflits qui se concentraient dans les zones nord et est de la ville. Ici, on a les conflits liés aux industries polluantes. Et au contraire, on a des points qui sont situés dans la zone sud et ouest de la ville, donc dans les quartiers les plus populaires. Donc, on voit une première information importante sur cette géographie des conflits socio-environnementaux. En bas, je vous ai mis un petit exemple qui est un conflit qui a lieu dans la commune de La Granja, où sur cette affiche, on voit le slogan qui dit « Réveille-toi, voisin, tous contre la pollution ». Et où on a un groupe qui s'organise pour lutter contre la pollution d'industries qui sont situées dans cette zone, qui sont situées là depuis des dizaines d'années et qui impliquent des pollutions surtout en termes de poussière et de bruit et également de pollution des réseaux en eau. Le dernier secteur que je voulais mentionner de par son importance sont les conflits liés aux activités minières. Donc là, on a une autre géographie encore, qui est une géographie beaucoup plus périphérique, avec des conflits qui ont lieu dans les secteurs ruraux, qui sont les secteurs d'exploitation minière. Et je voulais mentionner ici un conflit spécifique, qui est le conflit qui s'appelle Quebrada de la Plata, qui est ici à Maipú. Donc c'est le petit point qui est dans la zone gauche de votre écran. Donc c'est une zone il y a des minerais de cuivre, mais qui est situé non pas sur la cordillère des Andes, qui est à droite de la capitale, sinon que sur la cordillère de la côte. Et ce conflit est intéressant parce que c'est un conflit entre une université qui a des terrains, un grand terrain dans cette zone de biodiversité, contre des entreprises minières qui faisaient des sondages miniers sur leur terrain. Donc au Chili, on a une séparation de la propriété du sol de la propriété du sous-sol. Donc cette entreprise minière avait le droit de faire des sondages miniers sur un terrain d'une université qui était contre cette exploitation minière. Donc on a un conflit qui s'est déroulé pendant un temps assez long avec plusieurs acteurs qui sont intervenus, notamment des acteurs nationaux, mais aussi des acteurs locaux, la municipalité de Maipú et des habitants de la zone de Maipú. Et finalement, l'activité minière a été interdite parce qu'elle détruisait une partie de la superficie donc du terrain, ce qui n'était pas autorisé, et ça impliquait le départ de ces industries minières. Et la stratégie importante qui a été mise en place par l'université et aussi par les habitants a été celle de protéger le terrain et d'en faire un sanctuaire de la nature, qui est une forme de protection des espaces naturels au Chili. Donc on a vu les types de secteurs qui impliquent des conflits dans la capitale et une géographie différente selon les trois secteurs qu'on vient de voir, l'industrie minière, le secteur immobilier et les industries polluantes. Et on a calculé, à partir d'un système d'information géographique, cette relation entre secteurs d'activité qui impliquent des conflits et groupes socio-économiques qui vivent sur ces territoires. Et on a sorti quelques indicateurs, et notamment ici, je vous présente un pourcentage de vulnérabilité moyenne du territoire dans lequel est situé le conflit. Et on voit que les conflits liés à l'agro-industrie sont situés dans des territoires vulnérables en termes socio-économiques, les industries polluantes également, et l'industrie minière aussi. Donc on voit que les activités qui ont des impacts environnementaux les plus forts et les plus négatifs sont situées dans les zones les plus vulnérables, qui sont aussi d'un côté les zones rurales autour de Santiago, du centre urbain, et également les périphéries sud et ouest de la capitale. En revanche, si on prend le secteur immobilier par exemple, la majorité des conflits liés au secteur immobilier ont lieu dans des quartiers où il y a peu de vulnérabilité, ou une vulnérabilité plus faible en termes socio-économiques. On voit également que la durée moyenne des conflits par secteur dépend, donc en fait ça dépend beaucoup de chaque conflit et également de l'amplitude de chaque conflit. Mais on voit aussi que les industries polluantes
sont celles qui génèrent les conflits les plus longs, ce qui est assez logique en réalité, puisque ce sont des industries qui sont installées souvent depuis plusieurs dizaines d'années et qu'il est très difficile pour les groupes mobilisés de changer la situation et de conduire à soit la fermeture, soit au changement de ses activités. Ces données sur la relation entre les secteurs et le niveau socio-économique des territoires dans lesquels s'insèrent ces conflits nous montrent une inégale distribution spatiale des types de conflits et nous permettent également de parler d'injustice environnementale, sachant que l'injustice environnementale, une de ses principales caractéristiques est la distribution inégale des impacts environnementaux sur un territoire, notamment en fonction des groupes sociaux. Et également d'autres facteurs, mais dans le cas de Santiago du Chili, essentiellement en termes de groupes sociaux. Donc, maintenant qu'on a présenté les types de conflits qu'on a à Santiago, leur dynamique spatiale, je vais passer maintenant aux types de stratégies et aux espaces de participation pour justement permettre de répondre à cette question sur le rôle des mobilisations et des conflits dans les territoires. Ici, je vous présente, donc on avait 89 conflits, je vous rappelle, les conflits qui incluent des processus d'évaluation de l'impact environnemental, c'est-à-dire les conflits qui sont en relation avec des nouveaux projets. Nouveaux projets, ça peut être des installations liées au transport, aux services, nouveaux bâtiments ou nouveaux projets immobiliers ou nouveaux projets miniers. Et donc ces nouveaux projets, selon la loi chilienne, doivent passer par un système d'évaluation de l'impact environnemental. Il y a deux types d'évaluation de l'impact environnemental au Chili, un qui est la déclaration d'impact environnemental et le deuxième qui est l'évaluation d'impact environnemental. La différence entre les deux, c'est que les projets les plus petits projets, ceux qui ont le moins d'impacts environnementaux, passent par une déclaration et les gros projets qui ont des très forts impacts doivent passer par une évaluation. La grande différence entre ces deux processus et que la déclaration n'oblige pas le porteur du projet et le service d'évaluation de l'impact environnemental à réaliser un processus de participation citoyenne. En revanche, les évaluations obligent à un système de participation citoyenne. Parmi nos 89 projets, on a 15 qui ont été en relation avec une déclaration d'impact environnemental et 31 en relation avec une évaluation d'impact environnemental. Donc on a 35% des projets qu'on est en train d'étudier qui donnent lieu à un espace de participation citoyenne. Donc c'est important quand même de le mentionner parce que c'est le seul espace de participation qui existe de manière institutionnelle et obligatoire dans tous les conflits qu'on est en train d'aborder. Cependant, c'est une participation limitée avec un modèle très strict, on va dire, de participation, c'est-à-dire que le porteur du projet présente son projet au système d'évaluation de l'impact environnemental et s'ouvre ensuite une période de participation citoyenne de 60 jours où n'importe qui, une personne naturelle, une personne juridique, peut formuler une observation au projet, écrite. L'observation doit être écrite et envoyée. Et à la fin de ces 60 jours de réception des observations écrites, le porteur du projet doit répondre à chaque observation. Donc c'est un système où effectivement on a une participation, mais qui n'implique pas d'échange entre les acteurs du processus. C'est un échange écrit avec une observation écrite et une réponse obligatoire à cette observation. La réponse peut être variable, soit l'observation n'est pas retenue parce qu'elle n'est pas pertinente, soit on propose une mitigation, soit une modification du projet sur le point mentionné dans l'observation. Mais c'est important de le mentionner parce que même si cette participation citoyenne est limitée en termes de processus et de mode de participation, c'est une instance qui est de plus en plus utilisée par les citoyens et notamment par les groupes mobilisés pour faire parvenir leurs critiques sur les projets. Alors, effectivement, on ne peut pas critiquer le projet dans sa totalité, donc ce qui est en discussion, ce n'est pas le projet et son existence, mais des points spécifiques du projet qui est présenté. C'est très fréquent que dans les derniers processus d'évaluation, on ait des centaines d'observations qui sont réalisées, donc ce qui en plus allonge en général les processus d'évaluation d'impact environnemental
parce que ça implique aussi un temps de réponse long. Dans la déclaration, il est possible de solliciter une participation de la part de personnes juridiques ou naturelles, donc ça peut être des collectifs citoyens ou des citoyens individuels, peuvent solliciter qu'il y ait une participation, mais elle doit être justifiée par l'impact environnemental que le projet a sur l'environnement. Et cette décision est prise par les institutions techniques gouvernementales. Il est important de mentionner ce comité de ministres que j'ai déjà abordé rapidement précédemment dans les sources. Si les habitants ou n'importe quel acteur n'est pas satisfait de la réponse aux observations de participation citoyenne que je viens de mentionner pour l'évaluation de l'impact environnemental, on peut recourir au comité de ministres pour contester la décision, soit d'approbation, soit de rejet du projet, en disant que certaines observations n'ont pas été répondues de manière satisfaisante. Ce comité de ministres est le seul organisme politique dans tout ce système d'évaluation de l'impact environnemental, puisqu'il est constitué du ministre de l'Environnement, du ministre de la Santé, du ministre de l'Économie, du ministre de l'Énergie, du ministre des Mines, qui prennent une décision au-delà des institutions techniques. C'est une institution, ce comité de ministres, qui est très contesté et il y a plusieurs propositions actuelles pour changer, pour éliminer ce comité de ministres ou le changer, et pour éviter cette décision politique. Ce comité de ministres a eu des moments importants au Chili, puisqu'il a refusé certains projets importants, notamment en Patagonie, face à des pressions énormes des groupes citoyens nationaux et internationaux. Donc il a une possibilité de prendre une décision politique en contradiction avec des décisions techniques. Voilà, les recours juridiques. Donc parmi ces 89 conflits, on a 30% de ces conflits qui donnent lieu à un recours à la Cour d'appellation, 19% qui arrivent à la Cour suprême et 13% qui arrivent au tribunal environnemental. Donc on a un recours au processus juridique qui n'est pas majoritaire, mais qui est quand même important et qui est de plus en plus utilisé par les groupes de citoyens mobilisés, avec notamment l'appui de certaines ONG qui apportent des appuis techniques à la présentation de ces recours. Donc, comme je vous le disais, sur la Cour d'appellation et la Cour suprême, les recours sont plus simples. En revanche, le tribunal environnemental implique des recours beaucoup plus complexes en termes juridiques et notamment l'accès à des avocats spécialisés dans le droit environnemental. Mais c'est une stratégie importante. On va voir ensuite les résultats. Les mécanismes de vérification aussi, on a une superintendance de l'environnement qui est une institution qui a pour rôle de vérifier le respect des lois environnementales. Donc n'importe quel citoyen peut dénoncer le non-respect d'une loi en rapport avec l'environnement et la superintendance doit les vérifier et peut ensuite émettre des sanctions qui en général sont des sanctions financières, des amendes, mais elle peut également demander la suspension de certaines activités. Donc ça, c'est aussi une stratégie qui est utilisée par les groupes mobilisés, une stratégie institutionnelle. Donc les résultats de ces stratégies, donc j'ai oublié de le mentionner, mais les groupes organisés, donc ça, les stratégies que j'aborde ici sont des stratégies institutionnelles et auprès des institutions nationales d'évaluation de l'impact environnemental, mais aussi auprès des tribunaux. Mais effectivement, tous ces groupes mobilisés ont également des stratégies de diffusion de leur lutte environnementale et également des stratégies qui sont liées aux manifestations, occupation des espaces publics, pétitions et toutes les autres stratégies et répertoires d'actions collectives traditionnelles des conflits socio-environnementaux. Donc en termes de résultats, le système d'évaluation de l'impact environnemental, la grande majorité des projets est approuvé et sinon, il est très commun que les porteurs de projets retirent leurs projets quand il y a une opposition trop grande ou de trop nombreuses observations. Donc ils retirent leur projet et en général ils le représentent plus tard, sous une autre forme réduite pour éviter justement les processus de participation et ce système d'observation qui alourdit le processus. On a de plus en plus d'observations citoyennes qui sont réalisées dans ce système, donc une participation limitée mais qui est de plus en plus
mises à profit par les groupes et les collectifs citoyens. Donc pour certaines dernières, je vous disais, c'est des centaines, mais parfois il peut y avoir plus de 1000 ou 2000 observations. Le comité de ministres, qui est cette instance donc politique dont je vous parlais, qui peut prendre une décision au-delà des institutions techniques. Dans le cas de Santiago, sur les 10 recours qui sont arrivés au comité de ministres, 7 ont été refusés et 3 ont été partiellement approuvés. On va dire que dans ce cas, c'est pas une institution qui a permis aux groupes mobilisés d'obtenir des résultats et de profiter de décisions politiques au-delà des décisions techniques. Le tribunal environnemental, en revanche, et donc cette nouvelle institution créée en 2010, a permis que 8 des 12 groupes citoyens qui ont présenté des recours au tribunal environnemental gagnent le recours qu'ils ont présenté. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que cette nouvelle institution, qui est encore en cours d'évaluation, donne des résultats positifs de la part des groupes organisés, même si ça implique des temps très longs de travail judiciaire. En termes de cour d'appellation et de cour suprême, les résultats sont très mitigés, ça dépend vraiment des projets. On n'a pas une majorité de projets qui gagnent, de groupes citoyens qui gagnent, pardon. On a eu une grande diversité de situations. En relation avec la superintendance de l'environnement, qui est cette instance qui vérifie le respect des normes environnementales, on a 21 conflits sur 89 qui ont donné lieu à des sanctions. Donc, ce qui est important, sachant que dans les 89 conflits qu'on a, de nombreux conflits sont des projets, donc pour lesquels on ne peut pas encore vérifier le respect des normes environnementales. Donc, ces 21 sanctions sont sur des projets qui sont déjà en cours, qui existent, installations qui existent et qui ont des impacts environnementaux. Et mentionne également que parmi les 89 conflits qu'on a étudiés ici, 15 conflits n'ont recours à aucune des stratégies que nous avons mentionnées, donc ni à l'évaluation d'impact environnemental, ni un recours juridique, ni un recours à la superintendance de l'environnement, ni au comité de ministres. Ces 15 conflits sont des conflits qui se réalisent dans les registres surtout d'actions collectives traditionnelles, mobilisation, mais également réunions avec les autorités, pétitions et autres actions, mais qui, pour diverses raisons, soit pour le type de conflit, soit pour le type de secteur, n'ont pas recours à ces stratégies. À droite, je vous ai mis 2 photos du cas de Tiltil, qui est justement le cas qu'on avait travaillé avec André dans la périphérie de Santiago, comme exemple pour illustrer justement tous ces recours. Donc Tiltil est une commune qui est donc au nord-ouest de la métropole et qui accueille un grand nombre d'infrastructures avec des impacts très négatifs sur l'environnement. Donc c'est ce qu'on appelle aussi une zone de sacrifice. Enfin, ce que les groupes mobilisés surtout appellent une zone de sacrifice, une zone d'injustice environnementale. Sur ce petit dessin en haut, on a toutes les installations qui sont liées à la gestion des déchets qui sont sur le territoire de Tiltil. Donc pourquoi Tiltil a toutes ces installations? Parce que dans le plan régulateur métropolitain de Santiago, qui est donc le document de planification, on autorise, c'est une des seules 2 zones de la métropole où est autorisée l'installation d'industries polluantes. Et donc, on a ici plusieurs industries. Et donc, ces habitants de Tiltil se sont ces dernières années mobilisés contre l'installation de nouveaux projets, et notamment d'un projet qui s'appelle Cyclo, qui est un projet de gestion de déchets polluants sur leur territoire. Justement, ces habitants ont eu recours un peu à toutes ces stratégies, donc aux observations dans le système d'évaluation d'impact environnemental, sont arrivés au comité des ministres où leur recours a été refusé. Ils sont allés également au tribunal environnemental et d'ailleurs ils sont en ce moment au tribunal environnemental. Ils sont également allés à la cour d'appellation, à la cour suprême où ils ont perdu leur recours. Et donc ils ont mobilisé un grand nombre de recours, de types de stratégies pour s'opposer à l'installation de Cyclo. Aucune n'a fonctionné, mais le projet est actuellement au tribunal environnemental, ce qui implique qu'il est congelé pendant le processus. Et donc, une étudiante du projet a travaillé sur justement les recours juridiques dans le cas de Tiltil, et elle a démontré que ces recours juridiques pour la communauté, effectivement, n'ont pas donné de résultats concrets, donc aucun n'a abouti. Mais en revanche, pour les habitants, ils sont positifs parce que ça permet de congeler les projets, donc de gagner du temps, et d'essayer d'accéder à un autre type de décision au-delà des décisions techniques des institutions environnementales et de pouvoir jouer sur justement les arguments d'injustice environnementale devant les tribunaux et devant les juges chiliens. Bon, jusqu'à présent, ce concept de justice environnementale n'est pas reconnu par le droit chilien.
Donc même si dans plusieurs décisions justement sur le cas de Tiltil, les juges mentionnent l'existence d'injustice environnementale, ils assument ne pas pouvoir prendre de décision sur ce thème puisque ce n'est pas inscrit dans le droit. Donc je crois qu'on est à peu près à 40 minutes, donc je vais passer aux conclusions. Donc que peut-on dire de cette géographie des conflits socio-environnementaux à Santiago du Chili? Donc premièrement, une inégale distribution des conflits par certains secteurs d'activité, ce qui confirme cette hypothèse de l'injustice environnementale, c'est-à-dire de l'inégale distribution des charges environnementales et dans ce cas-là des conflits autour de charges environnementales dans la métropole. Pour répondre à la question sur le rôle des conflits, effectivement, les conflits permettent de donner une voix aux habitants et aux communautés affectées par des projets ou par des installations environnementales existantes. On a une grande diversité de registres, manifestations, pétitions, réunions avec des autorités locales, etc., sur lesquels on n'est pas revenu dans cette présentation, mais qui existent dans tous les cas présentés. On a une approche, et là pour revenir un peu sur cette hypothèse post-politique, on a une approche managériale des nouveaux projets, notamment des évaluations environnementales. Donc on a des experts qui évaluent sur la base de connaissances techniques. Les dossiers en fait d'évaluation environnementale sont présentés par les entreprises qui ont des projets, et donc les dossiers sont également présentés par le secteur privé et évalués par le secteur public. Ces projets impliquent une participation limitée et encadrée au travers des observations, et donc on voit que le conflit peut difficilement s'exprimer dans ce format où on n'a aucune interaction réelle entre les acteurs, on n'a que des interactions écrites avec des réponses écrites qui sont aussi différées dans le temps. On a une juridicialisation des conflits de la part des habitants des collectifs mobilisés dans certains cas, mais pas dans la majorité des cas. Cet accès aux tribunaux traduit une déficit du politique également, avec un pouvoir judiciaire qui statue surtout sur la forme, avec des succès mitigés selon les cas, et dans certains cas plutôt des échecs dans le recours aux tribunaux. Ces conclusions nous amènent donc à repenser ce rôle des conflits et notamment les stratégies, les impacts des stratégies utilisées par les collectifs mobilisés, qui en termes légaux et en termes réglementaires obtiennent difficilement des résultats, avec cependant des ouvertures comme on l'a vu avec le tribunal environnemental qui ouvre des perspectives nouvelles, notamment pour les collectifs, mais qui là encore statue essentiellement sur la forme. Cela nous amène justement à discuter de la nécessité de redonner une place aux politiques, mais aux politiques au sens large, non pas l'activité du personnel politique, sinon aux politiques au sens large, c'est-à-dire à redistribuer le pouvoir dans les processus de prise de décision, notamment aux communautés et aux habitants, donner des espaces à ces habitants pour pouvoir participer de ces processus de prise de décision, au-delà des répertoires d'action collective comme les manifestations, les pétitions, etc. Qui aujourd'hui sont présents seulement de manière limitée dans l'évaluation environnementale et dans les tribunaux où finalement ça permet aux citoyens d'élever leurs sollicitudes de manière légale. Cette nécessité de redonner une place aux politiques implique de donner lieu à une production plus inclusive de l'environnement urbain, notamment avec un rôle important des communautés. Comme je vous disais, cette recherche est en cours. On est en train actuellement de réaliser des entretiens, donc une méthodologie qualitative avec les acteurs, justement pour approfondir les stratégies qu'ils utilisent et leur vision de ces stratégies et de leurs résultats. On a pris beaucoup de retard à cause de la pandémie sur cette partie du projet et on est actuellement en train de la réaliser online. Devant l'impossibilité en ce moment à Santiago, on est en quarantaine complète, de pouvoir faire du terrain. Et dans ces entretiens qu'on est en train de réaliser actuellement, on a le thème de l'explosion sociale de 2019 qui apparaît fortement, et notamment cette discussion sur le rôle du politique et la nécessité de redonner une place aux politiques de la part des collectifs mobilisés et dans le cadre du processus constitutionnel actuel où de nombreux acteurs de ces luttes sont également candidats à la Convention constitutionnelle et de nombreux acteurs de ces processus sont également en train de mobiliser des idées autour de modèle économique chilien et également du changement de modèle environnemental chilien
avec de nouveaux droits associés à l'environnement et également à la participation des citoyens sur leur territoire. Merci. Dernière diapositive, mais qui dit juste merci pour votre attention. Donc voilà, merci pour votre attention. Voilà, merci beaucoup Caroline. Donc merci pour cette présentation qui est extrêmement complète et qui porte effectivement sur les très nombreux conflits qui existent à Santiago du Chili avec la ville néolibérale. Donc ça, c'est extrêmement prégnant. Alors maintenant, je vais essayer de prendre les questions qui sont là, parce que je n'y avais pas accès jusqu'à présent. Donc maintenant, oui, il y avait une question technique qui était est-ce que la conférence sera enregistrée? Oui, elle a été enregistrée, elle sera rediffusée donc plus tard. Donc peut-être une question technique déjà, Caroline. Quelle est l'unité pour la durée de ces conflits? Effectivement, on a parlé du 2019, mais bon, voilà. Des années. Certes, mais je pense que derrière cette question, c'est de se dire, est-ce que ces conflits finalement ils durent longtemps ou pas longtemps quelque part? Je pense qu'il y a vraiment cette question-là qui se pose. Alors c'est très variable. Il y a certains conflits qui durent très longtemps. Donc on a des conflits qui durent plus de 10 ans, plus de 20 ans. Donc on a certains conflits surtout liés à des pollutions industrielles qui sont très longs puisque les communautés ces contaminations industrielles en général impliquent des impacts sur la santé des habitants, et donc c'est des conflits qui sont très très longs. Notamment, il y a un conflit très ancien à Santiago lié à l'industrie de l'amiante, donc qui est assez similaire à ce qu'on pourrait avoir en France également, c'est-à-dire que ces collectifs se mobilisent durant des années pour obtenir une réparation face à ces pollutions. Donc là, c'est lié à une industrie de production de l'amiante dans un quartier de Santiago à Maipú. On a d'autres conflits, par exemple liés à une centrale hydroélectrique dans la zone précordillère de Santiago, qui implique des impacts aussi sur l'eau, les ressources en eau de Santiago, qui est aussi en cours depuis plus de 10 ans. On a beaucoup de projets, on a quelques projets qui sont très très longs, et ensuite on a beaucoup de projets qui durent moins longtemps, soit parce qu'ils sont approuvés et donc on passe à autre chose, soit parce qu'ils sont retirés par les entreprises. Donc là, on est sur des durées de quelques années, mais beaucoup plus courts. Mais en général, tous les conflits durent plusieurs années. On est bien au-delà de plusieurs mois. Ok, merci. Donc là, après, il y a des questions juridiques. Je vais les regrouper un peu d'une question de Romain Melot. Je reviens sur le début de votre exposé concernant le contexte de dérégulation du droit de l'urbanisme. Cette dérégulation n'est-elle pas un obstacle au recours contentieux? Difficile d'argumenter que le droit est peu contraignant. Il y a une question qui n'est pas tout à fait liée, mais qui est une question finale qui porte sur le fonctionnement du tribunal environnemental. Peut-être que tu peux, puisque ce sont deux questions juridiques. Alors, le tribunal environnemental, donc, comme je vous le disais, a été créé en 2010. Alors, c'est intéressant ce tribunal. Donc, en fait, le Chili, aussi pour contextualiser un petit peu, a mis en place des nouvelles régulations environnementales suite à son entrée à l'OCDE. Donc, quand le Chili est entré à l'OCDE, les évaluations des experts internationaux ont montré qu'il y avait des régulations environnementales et qu'il fallait absolument travailler sur ce point-là. Donc, pour pouvoir entrer, le Chili en 2010 a fait cette réforme environnementale pour qu'il y ait une régulation plus contraignante sur ces questions-là. Donc, sur cette pression internationale, on a cette modification en 2010 des institutions environnementales. Et pour pouvoir avoir un contrepoids au poids de l'État, donc il y a des institutions qui sont créées, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement, la Superintendance de l'Environnement et le système d'évaluation de l'impact environnemental, qui sont toutes des institutions gouvernementales, techniques. Le secteur privé était inquiet. Que va-t-on faire si l'État nous dit que non? Donc, ils ont créé les tribunaux environnementaux pour pouvoir contrebalancer le pouvoir de l'État, c'est-à-dire que les acteurs privés, les entreprises peuvent faire un recours au tribunal environnemental contre l'État. D'ailleurs, c'est souvent utilisé comme ça, mais en réalité, l'objectif était celui-là, donc donner une possibilité de recours au secteur privé face à l'État. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que si ça a été pensé comme ça au départ, comme un contre-pouvoir en fait au pouvoir de l'État, en réalité, il est aujourd'hui beaucoup utilisé par les groupes citoyens mobilisés, qui n'étaient pas en fait prévus de cette manière
ou pensé de cette manière au départ. Donc ça c'est intéressant, on a un peu un changement de fonction de ce tribunal ou de prévision du fonctionnement de ce tribunal qui aujourd'hui est effectivement sollicité par les entreprises contre des décisions de l'État, mais également par des groupes citoyens contre des décisions de l'État aussi qui favorisent les entreprises. Mais c'est un tribunal qui est constitué de juges. On n'a pas de jury citoyen. C'est un tribunal classique avec des juges spécialisés en droit environnemental. D'accord. Et l'autre partie de la question donc, de Romain là, sur la dérégulation. Oui. Alors, c'est vrai que alors, on a une dérégulation de l'usage des sols, effectivement, qui n'est pas vraiment un obstacle au recours contentieux, c'est-à-dire qu'on a un autre type de recours contentieux. Donc le recours contentieux est surtout en relation au processus d'évaluation de l'impact environnemental, peu en relation au droit de l'urbanisme, on va dire en termes d'occupation des sols, mais dans certains cas, notamment dans les cas urbains, on a de nouveau une planification post-dictature depuis le retour à la démocratie qui permet quand même d'invoquer des points techniques du droit de l'urbanisme en zone urbaine. L'autre point que je n'ai pas mentionné, mais au Chili, la planification se fait surtout sur l'urbain et pas sur les zones rurales. Les zones rurales, en général, ne sont pas planifiées. Elles sont planifiées en termes en termes très général, mais elles sont régulées par le droit de l'urbanisme, par une loi générale de l'urbanisme. Donc cette loi générale de l'urbanisme, qui a plein de dispositions techniques, est souvent invoquée quand même dans les projets, mais ce sont des recours contentieux très très techniques, mais qui ici sont invoqués, mais surtout sur les projets immobiliers par exemple. Sur les autres types de projets en général, c'est le droit de l'environnement qui invoque. Donc en fait, on a du contentieux qui est plutôt sur le droit de l'environnement et une petite part du contentieux qui est sur le droit de l'urbanisme. D'accord. Oui, il y avait des questions qui étaient justement, est-ce qu'il y a des mobilisations qui se font en dehors du droit, en dehors des dimensions institutionnelles? Oui, alors ça c'est une question intéressante, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement réalisant les entretiens. Alors en général, il y a très peu au Chili, à la différence probablement de la France, d'élaboration de mise en place de tables de discussion ou d'instances de discussion ou de gouvernance ad hoc. En général, c'est le système d'évaluation de l'impact environnemental qui prend les décisions ou les tribunaux. Mais dans certains cas très spécifiques, on peut avoir des instances de concertation qui sont mises en place sur des gros projets. Donc par exemple, le cas de Tiltil qu'on a étudié avec André, face à cette situation d'injustice environnementale très forte et cette constitution de cette zone de sacrifice, le gouvernement régional a mis en place par exemple une structure, un plan pilote pour pouvoir articuler les acteurs présents sur le territoire et éviter une dégradation plus ample du territoire. Mais par exemple, dans le cas qu'on a étudié justement, il y a un article qui est sorti dans les annales de géographie, on montre que cette instance de gouvernance, ce mécanisme inventé, en réalité n'a pas du tout fonctionné. Les acteurs se sont rencontrés de manière séparée, très peu de fois, et juste après la mise en place de cette table de concertation, de ce plan, on a un nouveau projet, le projet Cyclo, qui est approuvé pour être installé sur le territoire. Donc on voit que cette table de discussion ne prend en réalité aucune décision et que c'est une instance complètement fictive qui est créée pour pacifier en fait la situation locale, mais en parallèle on a une approbation de projet qui continue sur le territoire communal au détriment de cette table de discussion. Dans certains autres types de projets, par exemple les projets miniers, on peut mentionner quand même que ces entreprises minières qui sont souvent des multinationales, dans le cas de Santiago, on a Anglo American qui est une multinationale, on a aussi Codelco qui est la grande entreprise nationale chilienne de production de cuivre, enfin d'extraction de cuivre. On a ces entreprises-là, elles ont des départements de responsabilité sociale entrepreneuriale. Qui mènent des travaux avec les communautés de manière permanente. Donc là, on a des entreprises qui ont du personnel qui travaille avec les communautés, qui financent des projets locaux, etc. et qui, eux, peuvent parfois mettre en place des instances de concertation anticipées
pour justement éviter des forts niveaux de conflictivité. Donc là, on a aussi le secteur privé qui peut parfois mettre en place des instances de concertation, mais qui évidemment ne sont pas régulées, c'est-à-dire que ça dépend en fait de ce que l'acteur privé veut mettre en place, qui veut inviter à ces instances, et quelles règles du jeu il veut mettre dans ces instances de participation. Et peut-être pour ajouter un petit peu, là, cette semaine, par exemple, on a fait un entretien avec un groupe d'acteurs mobilisés dans un quartier, une commune populaire de Santiago, où ils sont mobilisés sur plusieurs conflits environnementaux qui sont présents dans la base de données. Et on leur demandait justement quelles étaient leurs stratégies et comment est-ce qu'ils évaluaient leur stratégie, non? Et alors eux, justement, ils ont commencé par des stratégies surtout d'action collective, donc manifestations, occuper les espaces publics, etc. Et finalement, ils se sont rendus compte que les stratégies institutionnelles et judiciaires étaient les plus efficaces finalement. Et donc, ils ont commencé à se concentrer sur ces stratégies-là. Et donc, par exemple, ils sont très actifs dans les participations citoyennes du système d'évaluation de l'impact environnemental. Ils ont un étudiant de droit qui est membre du collectif et qui aide à présenter notamment des recours de protection, qui sont des recours assez simples en termes juridiques et assez courts. Ils utilisent surtout ces stratégies institutionnelles. Et après, quand on leur demandait justement s'ils utilisaient d'autres réseaux, par exemple des réunions avec le maire, avec les députés, les sénateurs ou les conseillers régionaux, en réalité très peu. En fait, ils ont des contacts effectivement avec la mairie, mais pas avec les autres acteurs d'autres échelons, non. Et c'est plutôt des stratégies un peu alternatives, disons. Mais leur stratégie principale se concentre sur le droit et les stratégies institutionnelles environnementales. D'accord. Il y avait une question qui porte sur finalement la perception environnementale. C'est-à-dire finalement ces conflits, c'est peut-être plus des conflits de cadre de vie que des conflits proprement environnementaux. Je la relierai à une autre question d'André Joyal qui consiste à dire finalement à Montréal, on en voit beaucoup de conflits qui sont liés à la gentrification. Et est-ce que ça serait pas aussi une caractéristique de cette nature-là, quoi, des gens qui se gentrifient deviennent plus sensibles aux dimensions de cadre de vie que précédemment, quoi. Tout à fait. En fait, c'est aussi ce qu'on voit dans la différence de géographie entre les secteurs qui donnent lieu à des conflits. Effectivement, dans les quartiers les plus aisés les quartiers aisés et maintenant les quartiers de classe moyenne, on a effectivement cette question de cadre de vie qui est très importante. Donc, on a beaucoup d'opposition, notamment aux projets immobiliers en hauteur. Parce que ça implique des impacts divers sur les quartiers en termes de saturation, notamment je sais pas, du trafic, saturation des services, saturation des infrastructures. Donc là, on a effectivement des questions qui sont très liées au cadre de vie et aussi beaucoup de luttes qui sont liées avec la préservation de la biodiversité, des espaces naturels. On a effectivement ces thèmes qui sont centraux. Mais par exemple, si on se situe sur d'autres types de luttes contre les contaminations industrielles, contre l'installation de nouveaux projets avec des impacts environnementaux, on est sur du cadre de vie, mais on est aussi sur des conflits quand même très environnementaux dans le cœur du conflit. C'est-à-dire, l'idée, c'est il y a beaucoup de conflits qui sont liés à la santé, notamment. Ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais qui sont liés à l'impact de ces projets qui existent sur la santé des habitants. Donc, avec certains quartiers où il y a des types de maladies qui sont supérieures à la moyenne nationale, et on a quand même des conséquences qui sont physiques sur les corps des habitants. Où là, on a effectivement quand même des préoccupations qui sont au-delà du cadre de vie seulement, mais qui sont liées à l'environnement santé, non. Donc oui, je pense que la question du cadre de vie, c'est une question très importante dans grande partie de ces conflits, surtout dans les zones urbaines. Après, c'est vrai que les conflits qui sont liés, par exemple, aux activités minières dans la cordillère ou aux installations hydroélectriques ou aux installations énergétiques, on a des conflits peut-être plus environnementaux dans leur fonction centrale, que c'est souvent lié à l'approvisionnement en eau. Alors le thème de l'eau au Chili est un thème vraiment central et qu'on voit émerger très fortement dans la discussion constitutionnelle actuelle. Au Chili, l'eau a été privatisée sous la dictature. C'est-à-dire que pour bénéficier de l'accès à l'eau, il y a des droits d'accès à l'eau qui sont vendus. Et on a donc en plus un scénario de sécheresse et de changement climatique
qui accentue en fait ces problèmes liés à l'eau. Donc là, quand on a des problèmes qui sont liés à l'eau, on a des luttes environnementales avec certains acteurs qui sont plus d'une échelle plus grande, c'est-à-dire qu'on a des ONG nationales qui sont liées à ces conflits et qui mobilisent des arguments surtout environnementaux. Donc je dirais qu'on a une grande variété de conflits en fait. Ça tombe bien parce qu'il y avait une question de Pierre Guy Bentif qui n'était pas très éloignée de ça, c'était de dire est-ce qu'il existe des connexions finalement entre les différents conflits ou les acteurs des différents conflits, initiatives fédératives, voilà, etc. Et également peut-être la reprise, l'extension par les partis politiques de conflits plus locaux, quoi. Oui, c'est une bonne question. On a effectivement des liens entre ces acteurs. Qui est plus ou moins fort selon les acteurs, mais on a des acteurs qui font le lien. C'est-à-dire on a plusieurs ONG, notamment à la fois environnementales et liées aux questions urbaines, patrimoniales par exemple, qui sont en relation avec beaucoup de ces collectifs et qui les appuient pour faire tout type de démarches, notamment surtout les démarches juridiques, et qui font en fait office un peu de mise en réseau de tous ces conflits. Donc c'est surtout les ONG en fait qui font office de mise en réseau. Et après, donc ça à l'échelle régionale, mais aussi nationale, chilienne. Et après, à l'échelle plus locale, dans beaucoup de communes de Santiago, on a des réseaux ou des coordinations entre les différentes luttes locales, qui organisent les différents groupes qui peuvent être présents sur le territoire et qui essaient en fait de concentrer en fait et d'articuler en fait ces luttes. Et après, donc ça, c'est du côté des acteurs de la société civile, non, des acteurs et des collectifs. Après, on a aussi des acteurs qui sont transversales. Les acteurs politiques, les acteurs institutionnels sont les mêmes, et les acteurs économiques aussi. On a certaines entreprises qui vont être présentes dans plusieurs conflits sur le territoire, notamment les entreprises immobilières, ou certaines entreprises aussi liées à des activités, par exemple minières, sont anglo-américaines, à d'autres conflits dans le Chili. Donc il y a aussi une mise en réseau aussi entre ces différents conflits contre des entreprises multinationales. Donc on a effectivement un réseau d'acteurs et on a aussi certains, après si on va à une échelle plus micro, on a aussi beaucoup d'acteurs mobilisés qui sont dans plusieurs luttes, qui peuvent être dans un collectif, dans un autre collectif, ou qui d'un collectif vont passer à une autre lutte socio-environnementale plus tard. En fait, on retrouve quand même certains acteurs clés qu'on retrouve qui sont des activistes environnementales qui sont présents dans plusieurs luttes. Et peut-être un autre point aussi qui est intéressant, notamment le cas de la contamination, de la pollution industrielle dans le quartier de la Granja que je vous mentionnais, où il y avait cette affiche qui disait réveille-toi voisin ou réveille-toi habitant du quartier. Où là, par exemple, c'est intéressant parce que le groupe organisé, beaucoup de ces personnes organisées ne vivent pas dans ce quartier. Dans d'autres quartiers. Ce qui explique un peu cette interpellation aux habitants du quartier, non? Réveillez-vous, faites quelque chose. Donc on a aussi et souvent l'autre point intéressant, c'est que souvent ces acteurs organisés dans ces collectifs souvent sont des jeunes. Donc on a de plus en plus de jeunes qui sont engagés dans ces luttes environnementales. On a eu un mouvement en fait en 2011, il y a eu un grand mouvement étudiant au Chili avec beaucoup de manifestations qui réclamaient notamment le droit à l'éducation. Il faut savoir qu'au Chili, les universités sont payantes, même les publiques. Donc on a un accès à l'éducation qui est limité, une éducation qui a été complètement privatisée sous la dictature. Et il y a beaucoup de ces étudiants qui sont mobilisés en 2011 qui ensuite sont passés à des luttes plus locales et notamment environnementales. Donc dans plusieurs cas, notamment le cas du Panoul, on a fait des entretiens avec plusieurs étudiants ou jeunes diplômés en fait qui se sont mis dans ces groupes. Et là, post explosion sociale en 2019, on a un peu le même type de... C'est un peu une hypothèse parce qu'on est en train de commencer les entretiens, donc on en a fait encore très peu, mais plusieurs des entretiens qu'on a fait sont des jeunes diplômés ou des jeunes étudiants qui, suite aux mobilisations de 2019, où ils sont allés occuper les espaces publics, sont revenus dans leur quartier et ont décidé de se mobiliser sur des thèmes environnementaux.
Et c'est aussi lié à l'augmentation de l'accès à l'éducation supérieure au Chili. Donc, on a de plus en plus de jeunes diplômés dans des quartiers qui avant avaient des populations qui n'étaient pas diplômées d'études supérieures. Donc, la génération actuelle a accès à l'université. Donc, l'université est payante, mais on a depuis post-mobilisation 2011, on a certaines bourses ou certains accès pour les populations vulnérables à la gratuité. Donc, on a de plus en plus de mobilité sociale en fait dans ces quartiers en termes éducationnels. Donc ces jeunes qui vivent dans des quartiers populaires dont les parents n'avaient pas eu accès à l'éducation supérieure sont maintenant étudiants en droit, en ingénierie. On a des étudiants dans plusieurs disciplines, en administration publique, en sciences politiques, et décident d'agir dans leur quartier. Et notamment le thème environnemental est un des thèmes d'intérêt, disons, pour ces jeunes. Donc on a souvent dans les groupes, on a des jeunes et souvent des personnes plus âgées. Donc on a parfois un écart en fait en termes d'âge entre des groupes plus âgés et beaucoup qui ont vécu la dictature et qui sont mobilisés post-dictature. Dans certains cas aussi beaucoup d'exilés qui sont revenus et qui sont mis dans des luttes environnementales. Donc on a plein de profils différents et ces jeunes décident de s'engager sur les thèmes environnementaux. Encore une fois, qui sont liés en fait à des termes politiques très fortement au Chili, puisque c'est très lié au modèle de développement néolibéral, au modèle de développement mis en place sous la dictature, et donc qui maintenant se mobilisent pour un changement, notamment dans le cadre constitutionnel. Donc c'est aussi assez dans les entretiens qu'on a fait récemment, on fait souvent des entretiens et pendant l'entretien, les personnes interrogées nous disent d'ailleurs. Je voulais te dire, je suis candidat pour la convention constitutionnelle, ou je suis candidat pour être conseiller municipal, ou je suis candidat. Donc on a une explosion de nombre de candidatures aussi, et beaucoup viennent de ces mouvements sociaux, environnementaux. D'accord. Donc on n'est pas loin de la fin. Enfin, en principe, on a même dépassé, mais on va quand même reboucler. On va prendre une dernière question qui est la dernière de la liste parce que elle permet de reboucler avec la thématique principale finalement du séminaire sur la dimension néolibérale. Et la question est, qui sont les acteurs privés qui portent les projets qui causent les conflits? Est-ce qu'il y a des secteurs majoritaires, des projets majoritaires, etc., qui sont dans la contestation? Et puis, pour boucler, est-ce que dans les discours des groupes mobilisés, on voit apparaître des critiques justement portées sur le privé, le néolibéralisme, etc., etc.? Tout à fait. Enfin, je dirais que presque tous les groupes mobilisés, sinon tous les groupes mobilisés, portent sur des critiques sur le néolibéralisme et sur le modèle de développement économique chilien. Donc ça, c'est très clair et de plus en plus clair depuis 2019. Les acteurs privés, on a beaucoup d'acteurs, on a un grand nombre d'acteurs. Sur certains secteurs, on a beaucoup d'acteurs étrangers, donc des entreprises multinationales. Et sur, par exemple, le secteur qui est lié aux hydroélectriques, aux infrastructures aussi de transport, par exemple tout ce qui est autoroute, métro, en général, c'est des entreprises internationales, européennes, chinoises, nord-américaines, canadiennes, etc. Donc là, on a tout un groupe, un secteur économique, des acteurs privés internationaux. Après, dans d'autres secteurs, comme les industries polluantes, en général, on a beaucoup de secteurs nationaux, donc des industries nationales. Et sur le secteur immobilier aussi des groupes nationaux. Ces groupes sont à la fois des entreprises individuelles, donc par exemple dans le secteur immobilier, on a des promoteurs immobiliers, on a différents types de promoteurs immobiliers, mais on a également une chambre, la Chambre nationale du secteur immobilier, qui est un acteur très puissant par exemple à Santiago, puisque c'est un acteur qui fait aussi beaucoup de lobby sur la planification, sur les zones d'extension urbaine. Il y a beaucoup de spéculation aussi sur ces zones. Donc on a des acteurs qui sont à la fois individuels et aussi groupés en chambres, la forme traditionnelle de la chambre de commerce en fait, qui sont aussi présents. Donc on a, je dirais, différents types d'acteurs, mais au Chili, donc peut-être pour ajouter un peu à cette question des acteurs économiques, au Chili, on a une très grande concentration du pouvoir économique avec quelques familles très importantes qui possèdent grande partie du PIB national chilien et qui sont aussi les entreprises qui sont présentes dans ces conflits. Donc, c'est différentes entreprises, mais qui souvent appartiennent à un consortium plus grand qui est lié aux grands intérêts économiques chiliens. Dans beaucoup de cas, mais on a aussi des cas où, par exemple, l'industrie polluante, c'est une industrie de traitement des cuirs
qui est une petite industrie ou une industrie de taille moyenne. Donc c'est assez divers. Mais effectivement, les conflits qui sont liés aux grandes industries, aux grands acteurs multinationaux sont souvent les plus grands conflits. Parce que c'est aussi souvent les plus gros projets, je veux dire, liés à ceux qui ont le plus d'impact. Mais effectivement, il y a des travaux au Chili qui montrent que les conflits qui sont liés aux entreprises étrangères, quand c'est une entreprise étrangère qui a un projet notamment dans le secteur minier, il y a plus de conflits que si c'est une entreprise nationale. Dans le cas de Santiago, je ne pourrais pas le confirmer, mais effectivement, c'est souvent les plus gros projets. D'accord, merci. On va quand même prendre une dernière question de Jacques Méry. Là, on s'interroge sur le fait que les acteurs associatifs aient vraiment les moyens de s'offrir les services d'avocats expérimentés pour défendre leurs intérêts, quoi. Donc, la possibilité de mobiliser les ressources du droit, quoi. Oui, alors, par exemple, dans le cas de Santiago, il y a plusieurs organisations. Alors, il y en a certaines où c'est souvent des personnes retraitées qui ont des compétences très fortes de leur vie professionnelle, donc ce sont des services qui sont ad honorem. Il y a certaines ONG qui sont des ONG qui sont spécialisées dans le droit environnemental, qui ici ont des avocats qui travaillent alors évidemment, ils n'ont pas un staff de 50 avocats, mais ils ont quelques avocats qui travaillent sur ces questions-là. On en a plusieurs qui sont présentes à Santiago. Il y a également une autre figure qui, je ne sais pas si elle existe en France, mais qui sont des cliniques juridiques. C'est-à-dire que les universités qui ont des facultés de droit mettent en place ces cliniques juridiques où les professeurs de droit, avec l'appui d'étudiants, appuient également certains recours juridiques de manière aussi ad honorem, puisque c'est un prof avec des étudiants. Du coup, ça permet de mettre en place à la fois pratique professionnelle pour les étudiants et d'aider les communautés. Donc, on a un peu ces trois formats qui existent, et on a aussi des avocats qui sont embauchés par des groupes mobilisés. Alors parfois il y a des appuis de certains acteurs pour justement payer les droits des avocats. Ça existe à Paris-Saclay, très bien. Je ne savais pas. Impeccable. Bien, ben, merci beaucoup. Merci Caroline. Merci à toutes les personnes qui ont assisté au séminaire. Donc, ce séminaire sera prochainement mis en ligne. Et donc, vous pourrez le revoir ou le voir pour celles et ceux qui n'ont pas pu y assister. Donc, voilà, je voudrais vous remercier d'avoir assisté, posé des questions et également d'avoir répondu pour la part de Caroline. Puis, je vous donne rendez-vous le 11 mai prochain, puisqu'on aura un séminaire, et là, ça sera avec une intervention justement de Pierre Guibentif. Donc, à très bientôt pour une autre intervention sur les conflits et territoires. Voilà, et bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.